Quand on pense aux aliments qu'on mange tous les jours, on ne réalise pas toujours à quel point ils ont changé. En fait, la plupart sont devenus complètement méconnaissables par rapport à leurs ancêtres sauvages. Aujourd'hui, on va plonger dans cette histoire-là, une transformation assez incroyable qui touche à la génétique, à la science puis à l'innovation, bref, à tout ce qui a façonné ce qu'on mange. C'est des questions qu'on se pose tous en faisant l'épicerie. Pourquoi mon mélando n'a pas de pépins? Ou pourquoi les carottes sont oranges d'ailleurs? Mais ces questions-là, elles nous amènent directement au cœur du sujet, la génétique. C'est en fait l'histoire de comment l'humain, au fil du temps, a carrément sculpté la nature pour qu'elle réponde à ses besoins. Justement, en parlant de Nemodondo, regardez bien la différence. C'est frappant, non? À gauche, on a la version moderne, celle sans pépins. Puis à droite, la version plus traditionnelle, pleine de pépins. Juste cette image-là, ça nous montre toute la puissance de la modification génétique, que ce soit par des vieilles techniques ou par la science d'aujourd'hui. C'est vraiment le point de départ de notre histoire. Bon, on commence avec les premiers sélectionneurs de plantes. On va voir comment les premiers humains ont façonné notre nourriture, bien avant les laboratoires. Oubliez les sarousses blancs puis les microscopes, là. On recule loin en arrière. Les vrais pionniers de la génétique, c'était les agriculteurs, les peuples autochtones. Ils ne savaient même pas c'était quoi l'ADN, mais c'est eux qui ont démarré la plus grande révolution alimentaire de l'histoire. L'idée de base était toute simple, mais wow, quel impact! Pendant des milliers d'années, c'était ça le travail. Tu trouves les meilleures plantes, les plus grosses, celles qui goûtent le meilleur, les plus tough, puis tu gardes leurs graines pour l'année d'après. Pensez au maïs au Mexique. Les peuples autochtones, saison après saison, ils choisissaient les plus beaux grains, des plus gros épis, puis ils replantaient juste ceux-là. À force de faire ça, sur des siècles, ils ont transformé une petite herbe sauvage, la TO5, qui ne ressemblait vraiment à rien, en l'épi de maïs qu'on connaît aujourd'hui. Ils se fiaient juste à ce qu'ils voyaient. Et justement, ce qu'ils voyaient, ce qu'ils sélectionnaient, eh bien la science a mis un mot là-dessus, le phénotype. C'est simple, le phénotype, c'est tout ce qu'on peut observer sur une plante. Sa taille, sa couleur, son goût. C'est le résultat de sa génétique, son génotype, puis de l'environnement où elle pousse. Donc, sans même savoir ce que c'était, ces premiers agriculteurs y choisissaient les meilleurs phénotypes. Puis à chaque récolte, ils guidaient l'évolution de leurs plantes. OK, mais il y a un mais. Parce que cette stratégie-là, de toujours choisir les mêmes plantes parfaites, ça a une grosse faille. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on finit par avoir des champs hyper uniformes. Puis quand toute ta récolte, c'est la même affaire, la même variété, ben elle devient super vulnérable. Une seule maladie peut tout anéantir. C'est le côté sombre de cette médaille-là. L'exemple le plus connu et le plus tragique, c'est la Grande Famine en Irlande. À l'époque, presque toute l'agriculture reposait sur une seule variété de patates, la Lumper. Alors, quand une nouvelle maladie, le mildiou, a débarqué, ça a été la catastrophe. La Lumper y était hypersensible. Les récoltes ont été complètement rasées. Ça a causé une famine épouvantable. On a appris à la dure l'importance cruciale d'avoir de la diversité génétique. Alors, après cette dure leçon, on entre dans une nouvelle phase. Bâtir une meilleure plante en déchiffrant le code génétique. On a compris qu'il ne suffisait plus de juste choisir les meilleures plantes. Non, maintenant, il fallait activement créer de la diversité. On commence donc à faire des croisements, mais de façon réfléchie, scientifique, pour obtenir des plantes plus productives, puis surtout plus résistantes. Regardez ce schéma, c'est un super bon exemple de ce que je veux dire. L'idée est vraiment brillante. D'un côté, à gauche, on a un plant de maïs super productif, mais il prend son temps pour mûrir. De l'autre côté, à droite, on en a un qui n'est pas très productif, mais qui est prêt beaucoup plus vite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On les croise. Le but, c'est de créer l'hybride qu'on voit au milieu, qui, on l'espère, va hériter du meilleur des deux, c'est-à-dire être à la fois productif et précoce. Évidemment, c'est un processus assez précis, ça se fait en quelques étapes. D'abord, on doit créer ce qu'on appelle des lignées pures. Ça veut dire qu'on s'assure que chaque parent est vraiment stable pour le trait qu'on veut, mettons la productivité. Après ça, étape 2, on croise nos deux lignées pures. Puis le résultat, c'est notre fameux hybride F1. Non seulement il combine les bons traits, mais souvent il a ce qu'on appelle la vigueur hybride. En gros, il devient encore meilleur que ses deux parents réunis. Bon, c'est bien beau de vouloir faire des croisements, mais pour ça, ça prend de la matière première, non? Ça prend une panoplie de traits différents, comme une sorte de grande bibliothèque de gènes. Mais cette bibliothèque-là, elle est où? Où est-ce qu'on va chercher toute cette diversité? Bien, la réponse, la voilà. Ça, c'est la réserve mondiale de semences du Svalbard en Norvège. C'est un peu comme le backup ultime de l'agriculture mondiale, une genre d'arche de Noé, mais pour les semences. C'est creusé directement dans une montagne gelée, dans le pergélisol, pour protéger la diversité de toutes les cultures du monde en cas de catastrophe majeure. Puis à l'intérieur, c'est complètement fou. On parle d'une véritable bibliothèque du vivant. Il y a des millions d'échantillons de graines qui viennent de partout sur la planète, toutes conservées dans des conditions parfaites. C'est un trésor qui n'a pas de prix.
C'est là-dedans que les scientifiques peuvent aller piger pour trouver, par exemple, le gène qui va résister à la prochaine maladie ou à une sécheresse. C'est notre assurance pour l'avenir de l'agriculture. Et on arrive maintenant à la révolution des OGM, ou comment on a commencé à réécrire le manuel d'instruction de la plante. Là, on entre dans la partie la plus récente de l'histoire, puis probablement la plus controversée aussi. Parce qu'on ne se contente plus de croiser des plantes, maintenant on est capable de modifier directement leur code génétique. Alors, une plante transgénique, un OGM, c'est quoi au juste? En gros, c'est une plante dans laquelle on a inséré un gène qui vient d'un autre organisme. Et quand je dis un autre organisme, ça peut être n'importe quoi, même une bactérie. Par exemple, on peut prendre un gène précis d'une bactérie puis l'ajouter à l'ADN d'un plant de maïs pour lui donner une toute nouvelle caractéristique. Mais comment on fait ça concrètement? La méthode la plus utilisée, c'est celle avec la bactérie Agrobacterium. Pensez à cette bactérie comme un cheval de Troie. D'abord, les scientifiques mettent le gène qu'ils veulent dans la bactérie. Ensuite, ils la mettent en contact avec des cellules de la plante. La bactérie fait ce qu'elle fait naturellement. Elle va injecter un petit bout de son ADN dans la cellule de la plante. Sauf que cette fois, le bout d'ADN contient le nouveau gène. Et le plus fou, c'est qu'à partir de cette seule petite cellule modifiée, on peut faire pousser une plante complète qui aura ce nouveau trait dans toutes ses cellules. La grande question, c'est à quoi ça sert tout ça? Mais les possibilités sont vraiment larges. Pour l'agriculture, on peut créer des plantes qui résistent aux insectes, aux maladies ou à certains herbicides. Pour nous, ça peut être des aliments avec une meilleure valeur nutritive ou qui se conservent plus longtemps. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a même des usages industriels où la plante devient une sorte de mini-usine vivante pour fabriquer des produits pharmaceutiques comme des vaccins ou des anticorps. Bon, on arrive maintenant à la partie la plus délicate, le débat autour des OGM. C'est un sujet épineux qui mélange risques, avantages et réglementation. Parce que c'est clair, une technologie aussi puissante, ça soulève beaucoup de questions et de controverses. C'est super important de regarder ça de plus près. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup des craintes ne concernent pas tant la plante OGM elle-même que le système agricole qui vient avec. On parle ici de risques indirects. Par exemple, le fait que le marché des semences soit contrôlé par une poignée de très grosses compagnies. Ou encore les impacts sur l'environnement, comme l'apparition d'insectes qui deviennent résistants, ou des effets négatifs sur la biodiversité en général. Alors, pour gérer ces risques, il y a des règles très strictes. Au Canada, par exemple, avant qu'un OGM soit approuvé, il doit passer toute une série de tests. Les agences gouvernementales évaluent en profondeur son potentiel à devenir une mauvaise herbe, à se croiser avec des plantes sauvages, à produire des toxines ou des allergènes, ou à nuire à d'autres espèces, incluant nous, les humains. Bref, c'est un long processus pour s'assurer que c'est sécuritaire pour l'environnement et pour la santé. OK, on a fait un bon tour. On a vu des millénaires d'innovations, en partant de la sélection patiente de nos ancêtres jusqu'aux OGM d'aujourd'hui. Alors, on regarde vers l'avenir maintenant. C'est quoi la prochaine étape? Parce que, on le sait, la science, ça n'arrête jamais. La nouvelle frontière, elle est déjà là en fait. C'est la bioinformatique. Maintenant, avec la puissance des ordinateurs, on peut scanner le génome complet d'une plante, un peu comme on lit un livre de code. Au lieu de passer des années dans les champs à faire des croisements pour voir ce que ça donne, on peut trouver les gènes qui nous intéressent directement sur un écran. On passe de l'agriculture à la biologie numérique. C'est un changement de jeu. Ça fait 10 000 ans qu'on écrit l'histoire de notre nourriture, en partant de la sélection manuelle, patiente, jusqu'à l'édition génétique par ordinateur. S'il y a une chose de claire, c'est que l'humain n'a jamais arrêté de vouloir améliorer, de réécrire le code de ce qu'il mange. Chaque époque a eu ses outils, ses rêves, ses défis. Aujourd'hui, on a des outils plus puissants que jamais. La grosse question, c'est quel sera le prochain chapitre qu'on va décider d'écrire?